Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous retrouvent sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée et que vous êtes prêts à ouvrir grand vos oreilles pour la lecture d'un nouveau roman. Alors c'est un roman que je ne vais pas commencer puisque il a déjà été entamé par une autre lectrice, mais rassurez-vous, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien les replays sont disponibles et vous pouvez suivre le début de l'histoire. Vous le savez, je le dis à chaque fois, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à participer, à communiquer dessus et pourquoi pas à partager les émissions quand elles vous plaisent. Eh bien, comment ? Grâce aux réseaux sociaux avec le hashtag VBN qui s'affiche juste ici en bas de l'écran, Voyage au bout de la nuit, et vous nous trouverez sur Facebook, Twitter, Insta et j'en passe. Alors, on va commencer un roman de Jane Austen que vous connaissez, j'en suis sûre. Jane Austen, elle vient d'une famille de 8 enfants et elle est née en décembre 1775. Oui, c'était il y a longtemps. Et on va lire, alors elle en a écrit des bouquins. Il y a eu Raison et sentiment, Orgueil et préjugés, Northanger Abbey pour ceux qui les ont lus. Et évidemment, on ne cite pas les adaptations, les nombreuses adaptations cinématographiques. On se souvient notamment d'Orgueil et préjugés avec Hugh Grant et Kate Winslet dans les rôles principaux, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je change de position pour me tourner et être bien face à vous et commencer, en tout cas reprendre donc cette lecture. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais nous lisons Raison et sentiment, tout en programme. Je vous laisse le découvrir avec moi et comme d'habitude, vous allez voir, elle nous entraîne dans l'Angleterre. C'est l'histoire d'une famille. Je ne veux pas vous en dire plus, comme ça, vous allez le découvrir. Nous sommes encore aux toutes premières lueurs du roman, donc pas de panique si vous avez manqué le début. C'est vraiment, je suis encore dans l'introduction. Mrs. Jennings était veuve et se trouvait à la tête d'un grand domaine. Elle n'avait que 2 filles, n'avait vécu que pour les voir bien mariées, et leur avenir assuré n'avait plus rien à faire qu'à marier tout le reste du monde. Elle déployait le plus grand zèle pour la réalisation de ce dessein, y employait toutes ses facultés et ne perdait aucune occasion de combiner des unions entre les jeunes gens de sa connaissance. Elle possédait un talent particulier pour dépister les inclinations naissantes et avait eu souvent la satisfaction de faire rougir bien des jeunes filles et de flatter leur orgueil en faisant allusion à l'empire qu'elles exerçaient sur tel ou tel jeune homme. Ce discernement particulier lui permit, peu de temps après l'arrivée de ces dames à Barton, de déclarer, de la façon la plus définitive, que le colonel Brandon était profondément épris de Marianne Dashwood. Elle l'avait déjà soupçonné le premier soir où ils s'étaient rencontrés en le voyant si attentif lorsque Marianne chantait. Mais lorsque, en retour de leur politesse, les Middleton furent invités à dîner au cottage, elle en devint tout à fait certaine quand elle vit la façon dont Brandon l'écoutait de nouveau. Il ne pouvait en être autrement. Elle en était pleinement convaincue. Du reste, ce serait parfait, car il était riche et elle, jolie. Mrs. Jennings avait rêvé de bien marier le colonel Brandon dès que ses rapports avec Sir John le lui avaient fait connaître. Et en présence d'une jolie jeune fille, elle se sentait toujours désireuse de la pourvoir d'un bon mari. L'avantage qu'elle en tirait immédiatement n'était pas à dédaigner. C'était pour elle un sujet d'allusion et de plaisanterie, sans fin, envers les 2 jeunes gens. Au parc, elle attaquait le colonel et au cottage, Marianne. Le premier semblait assez indifférent à ses manières, quant à Marianne, ce genre de raillerie lui fut tout d'abord incompréhensible. Et quand elle finit par en percevoir l'objet, elle ne sut guère s'il valait mieux rire de son absurdité ou blâmer son impertinence. Elle y voyait une allusion désobligeante à l'âge du colonel et à sa condition solitaire de vieux célibataire. Mrs. Dashwood, qui n'avait pas les mêmes raisons que sa fille de trouver tellement vieux un homme qui était son cadet de 5 ans, essaya de protester et assura que Mrs. Jennings n'avait certainement pas l'intention
de ridiculiser le colonel Brandon à cause de son âge. Mais au moins, maman, si vous n'y voyez pas de mauvaise intention, vous ne pouvez pas nier l'absurdité d'une telle invention. Évidemment, le colonel Brandon est plus jeune que Mrs. Jennings, mais il pourrait tout de même être mon père. Et s'il a été jamais capable de sentiments assez vifs pour tomber amoureux, il y a certainement bien longtemps qu'il n'est plus capable d'en éprouver. C'est trop ridicule. Qui sera donc à l'abri de telles plaisanteries si l'âge et les infirmités n'en protègent pas? Des infirmités? Dit Elinor. Trouvez-vous le colonel Brandon infirme? J'admets facilement que son âge fasse plus d'impression sur vous que sur notre mère, mais vous pouvez difficilement nier qu'il ait l'usage de ses jambes. Ne l'avez-vous pas entendu se plaindre de rhumatisme? Et n'est-ce pas là l'infirmité très commune à tous les gens sur le déclin? Ma très chère enfant, dit sa mère en riant, à ce compte, vous devriez beaucoup vous inquiéter de ma décrépitude. Ne vous semble-t-il pas un véritable miracle que ma vie se soit prolongée jusqu'à l'âge avancé de 40 ans? Maman, vous ne me rendez pas justice. Je sais fort bien que le colonel Brandon n'a pas un âge qui puisse faire craindre normalement à ses amis de le perdre bientôt. Il peut vivre 20 ans de plus, mais ces 35 ans n'ont rien à voir avec le mariage. Peut-être, dit Elinor. 35 et 17 ans ne sont-ils pas des âges assortis pour un mariage? Mais s'il lui arrivait de rencontrer une jeune fille de 27 ans, je ne pense pas que les 35 ans du colonel Brandon soient un obstacle à leur union. Une femme de 27 ans, dit Marianne après un moment de réflexion, ne peut jamais espérer ressentir, ni inspirer encore un tendre sentiment. Et si sa maison est inconfortable ou sa fortune trop mince, je suppose qu'il lui faut se résigner à prendre un emploi de nurse pour s'assurer une existence convenable. S'il épousait une telle femme, cela n'aurait rien de choquant. Ce serait un mariage de convenance et le monde serait satisfait. À mes yeux, ce ne serait pas un mariage du tout. Ce ne serait rien. Cela m'apparaît seulement comme un échange commercial, dans lequel chacun cherche son avantage aux dépens de l'autre. Il serait impossible, je le sais, répliqua Elinor, de vous persuader qu'une femme de 27 ans peut éprouver pour un homme de 35 ans un sentiment assez voisin de l'amour pour désirer en faire son compagnon. Mais il me faut protester contre votre prétention de confiner le colonel Brandon et sa femme dans une chambre de malade, pour la simple raison qu'il s'est plaint, par hasard, hier, où le temps était froid et humide, de ressentir une légère douleur de rhumatisme à l'épaule. Mais il parlait de gilet de flanelle, dit Marianne, et pour moi, l'idée d'un gilet de flanelle est invariablement liée aux douleurs. Crampes, rhumatisme et autres genres de maux qui affligent les personnes faibles et âgées. S'il avait eu seulement une bonne fièvre, vous ne l'auriez pas dédaigné la moitié autant. Avouez-le, Marianne, ne trouvez-vous pas quelque chose d'intéressant dans des pommettes rougies, des yeux enfoncés et un pouls précipité? Un moment après, comme Elinor quittait la chambre, « Maman, dit Marianne à propos de maladie, j'ai une inquiétude que je ne puis vous dissimuler. Je suis sûre qu'Edward Ferrars ne va pas bien. Nous sommes ici depuis près d'une quinzaine, et il n'est pas encore venu. Il n'y a qu'une véritable indisposition qui puisse justifier un tel retard. Quelle autre raison pourrait le retenir à Norland? Aviez-vous idée qu'il viendrait si tôt? Dit Mrs. Dashwood. Ce n'était pas mon avis, je craignais plutôt le contraire. Il me semblait qu'il n'avait pas marqué un très grand empressement à accepter mon invitation lorsque je lui parlais de venir à Barton. Elinor l'espérait-elle déjà? Je ne lui en ai jamais parlé, mais j'en suis certaine. Je crois bien que vous vous trompez, car je lui parlais hier de mettre une nouvelle grille à la chambre d'amis, et elle m'a fait observer que cela ne pressait pas, car il n'était pas probable que la chambre fût occupée d'ici quelque temps. Comme c'est singulier. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais toute leur attitude l'un envers l'autre a été incompréhensible. Quelle froideur, quelle retenue dans les derniers adieux, et quelle conversation languissante le dernier soir qu'ils ont passé ensemble. Dans ces adieux, Edward n'a fait aucune indifférence entre elle et moi. C'était pour toutes deux les bons souhaits d'un frère affectueux. 2 fois, le matin du départ, je les ai laissés exprès ensemble, et chaque fois il m'a accompagnée dehors.
ce qui était tout à fait contraire à ses habitudes. Elinor, en quittant Norland, et Edward n'a pas pleuré comme moi. Même maintenant, elle est restée invariablement maîtresse d'elle-même. Quand paraît-elle déprimée et mélancolique? Quand cherche-t-elle à éviter la société? Ou montre-t-elle quelques signes d'impatience ou d'ennui? Les Dashwood étaient maintenant installés à Barton, dans des conditions très acceptables. La maison et le jardin, avec leurs environs, leur étaient devenus familiers, et leurs occupations habituelles, qui faisaient la moitié du charme du séjour à Norland, avaient repris de nouveau leur cours. Elles y goûtaient un plaisir qu'elles n'avaient plus ressenti depuis la mort de Mr. Dashwood. Sir John Middleton, qui leur rendait une visite journalière depuis la première quinzaine et qui n'avait guère l'habitude que l'on travaillât autour de lui, ne pouvait cacher son étonnement de les voir toujours occupés. Elles n'avaient pas beaucoup de visiteurs, en dehors de leurs amis de Barton Park. Sir John avait beau les exhorter à se mêler davantage au voisinage, c'était en vain qu'il mettait sa propre voiture à leur disposition. L'esprit d'indépendance de Mrs. Dashwood l'emportait sur son désir de procurer à la société, à ses enfants. Elle refusait résolument de faire des visites au-delà du rayon où elle pouvait s'y rendre à pied. Cela la limitait à un cercle de famille peu étendu. Encore, n'était-il pas possible d'entrer en relation avec toutes? À 1 mille et demi environ du cottage, dans l'étroite vallée tortueuse d'Allenham, qui débouchait sur Barton et que nous avons décrite plus haut, les jeunes filles, au cours d'une de leurs promenades matinales, avaient découvert une demeure ancienne, d'aspect vénérable, qui avait mis en branle leur imagination parce qu'elle leur rappelait un peu Norland. Elles auraient souhaité la mieux connaître. Mais renseignement pris, il se trouva que sa propriétaire, une vieille dame âgée, d'un excellent caractère, était malheureusement trop infirme pour se mêler au monde et ne bougeait jamais de chez elle. Tout le pays environnant abondait en beaux sites. Les hautes collines qu'on voyait de presque toutes les fenêtres du cottage leur offraient la tentation d'aller goûter la fraîcheur exquise de l'air lorsque l'obscurité envahissait les vallées au-dessous d'elles. C'est vers une de ces collines que Marianne et Margaret, un matin mémorable, dirigèrent leurs pas, attirées par les jeux du soleil brillant à travers les nuages. Elles ne pouvaient supporter plus longtemps la claustration que leur avait imposée 2 jours de pluie continuelle. Le temps n'était pas assez beau pour arracher Elinor et sa mère à leurs pinceaux et à leurs livres. Ni l'une ni l'autre ne voulurent écouter Marianne, qui proclamait pourtant que la journée s'achèverait en beauté et que les nuages seraient balayés du haut des collines. Les 2 jeunes filles partirent donc seules. Elles escaladèrent gaiement la pente, se félicitant de leur perspicacité à chaque éclaircie qui leur découvrait un coin de ciel bleu. Et quand elles reçurent sur la figure le souffle vivifiant d'un grand vent du sud-ouest, elles prirent en pitié la crainte qui avait empêché leur mère et Elinor de partager d'aussi délicieuses sensations. « Y a-t-il au monde une félicité supérieure ?» dit Marianne. « Margaret, nous allons pouvoir nous promener au moins 2 heures. » Margaret acquiesça et elles continuèrent à marcher contre le vent, joyeuses de lui résister. Mais cela ne dura qu'une vingtaine de minutes, et soudain les nuages s'étant amoncelés sur leurs têtes, la pluie commença à leur cingler durement le visage. Vexées et surprises, elles furent obligées, quoique à regret, de revenir sur leurs pas, car il n'y avait pas d'abri plus proche que leur propre maison. Il leur restait cependant une ressource à laquelle les exigences du moment donnaient plus de bruit que d'habitude. C'était de descendre le plus vite possible par le côté escarpé de la colline et de gagner ainsi immédiatement la porte de leur jardin. Elles s'élancèrent. Marianne courait plus vite, mais un faux pas la fit tomber tout à coup, et Margaret, incapable d'arrêter son élan pour lui porter secours, fut malgré elle portée en avant et arriva en bas, sans accident. Un gentleman, porteur d'un fusil et accompagné de 2 chiens qui gambadaient autour de lui, passait sur le sommet de la colline, à quelques yards de Marianne, quand l'accident se produisit. Il déposa son fusil et courut à son secours. Elle s'était relevée, mais s'étant foulé le pied dans sa chute, elle pouvait à peine tenir debout. Le gentleman lui offrit ses services, et se rendant compte de l'embarras qu'elle ressentait à accepter une aide aussi nécessaire, il la prit dans ses bras, sans attendre davantage,
et descendit jusqu'au bas de la colline, traversant alors le jardin, dont la porte avait été laissée ouverte par Margaret. Il la transporta directement dans la maison où Margaret venait justement d'arriver et ne la lâcha pas qu'il ne l'eût assise sur une chaise dans le salon. Elinor et sa mère se levèrent, stupéfaites, en les voyant entrer. Leurs yeux fixés ne lui trahissaient l'étonnement évident et la secrète admiration suscitée par son apparition. Il s'excusa de son intrusion et expliqua d'une façon si franche et si gracieuse la cause de celle-ci, que sa personne particulièrement séduisante empruntait un charme nouveau à ses expressions et à sa voix. Après ce qu'il venait de faire pour sa fille, il aurait pu être vieux, laid et vulgaire. La gratitude et la bienveillance de Mrs. Dashwood ne lui auraient pas manqué. Mais l'influence de la jeunesse, de la beauté et de l'élégance donnait à son acte un intérêt qui cadrait avec ses sentiments. Elle lui adressa remerciement sur remerciement et avec cette grâce qui ne la quittait jamais, l'invita à connaître à qui elle était redevable de ce service. Son nom, répondit-il, était Willoughby, et il résidait en ce moment à Allenham, d'où il comptait avoir l'honneur de venir prendre demain des nouvelles de Miss Dashwood, si on le lui permettait. La permission fut volontiers accordée, et là-dessus il prit congé pour se rendre encore plus intéressant au plus fort d'une pluie battante. Sa beauté virile et sa grâce particulière furent bientôt le thème de l'admiration générale, et augmentèrent les railleries de sa galanterie envers Marianne, faisait pleuvoir sur celle-ci. Marianne, pour sa part, avait eu moins de loisir que de le contempler, car la confusion qui avait empourpré son visage pendant qu'il la transportait lui avait interdit de jeter les yeux sur lui une fois qu'il fut rentré dans la maison. Elle en avait pourtant aperçu assez pour faire entièrement chorus avec les autres, y mêlant la passion qu'elle mettait toujours dans ses éloges, sa personne et son air correspondaient tout à fait à ce que sa fantaisie avait toujours rêvé pour un héros de roman. La décision toute soudaine qu'il avait eue de l'emporter ainsi jusque chez elle lui plaisait particulièrement. Tout en lui était intéressant. Son nom sonnait bien, sa résidence se trouvait dans leur village préféré, et elle découvrit aussitôt qu'une veste de chasse était le costume le plus saillant pour un homme. Son imagination allait de l'avant, ses réflexions étaient agréables, et elle n'attachait aucune importance à sa foulure. Sir John arriva aussitôt que la première éclaircie lui permit de sortir. Il fut mis au courant de l'accident de Marianne, et on s'empressa de lui demander s'il connaissait un gentleman du nom de Willoughby à Allenham. « Willoughby » s'écria-t-il, « comment ? Il est dans le pays ? Mais voilà une bonne nouvelle ! Je vais partir demain pour l'inviter à dîner jeudi. » « Vous le connaissez donc ?» dit monsieur et Mrs. Dashwood. « Si je le connais, mais bien sûr, parbleu. Il vient ici tous les ans. Et quel genre d'homme est-ce ? Le meilleur garçon du monde, je puis vous l'assurer. Un fort bon fusil. Il n'y a pas en Angleterre de meilleur cavalier. »« Et c'est tout ce que vous trouvez à dire sur lui ?» cria Marianne, indignée. « Mais quelles sont ses manières dans l'intimité ? Quels sont ses goûts, ses talents ? Son génie ?» Sir John parut perdre pied. « Sur mon âme, dit-il, je ne sais pas grand-chose de lui sur tout cela. Mais c'est un être agréable et de belle humeur. Et il a la plus jolie petite chienne d'arrêt qu'on puisse voir, toute noire. Était-elle avec lui aujourd'hui ? » Mais Marianne ne put pas plus le renseigner sur la couleur du chien qu'il n'était capable de lui décrire les nuances d'esprit de son maître. « Mais qui est-il ? dit Elinor. D'où vient-il ? Est-ce qu'il a une maison à Allenham ? » Là-dessus, Sir John était à même de donner plus de précisions. Il leur dit que M. Willoughby n'était pas propriétaire dans le pays, qu'il n'y séjournait qu'au cours de ses visites à la vieille dame d'Allenham, sa parente, dont il devait hériter. Et il ajouta « Oui, il est vraiment de bonne prise. Je puis vous l'assurer, Miss Dashwood. Il a un joli petit chien à lui dans le Somersetshire, et si j'étais vous, je ne le laisserais pas à ma jeune sœur en dépit de toute cette descente à la force du poignet. Miss Marianne ne peut accaparer tous les hommes. Brandon sera jaloux si elle n'y prend garde. » Et on va s'arrêter là pour cette lecture, mais pas de panique. Nous reviendrons à ces amours tortueuses lors d'une prochaine émission. Je vous retrouve bien sûr très vite pour la suite de Raison et Sentiment, un roman de Jane Austen. C'était un plaisir. À très bientôt sur C8. Ciao.